Commenter, décrypter et analyser avec clarté et précision les faits saillants de l'actualité de la semaine en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Voilà toute la quintessence de cette émission. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans la revue de presse grand format, votre magazine d'information et de débat sur l'Intelligente TV. Place au sommaire avec Cécile Mobio pour savoir ce qu'il y a au menu de cette émission. Cécile Mobio, bonsoir. Bonsoir Khalil. Est-ce que vous pouvez nous donner les différents sujets qui seront commentés ce soir? Bien sûr. Alors ce soir, nous aurons 3 sujets à décrypter dans cette émission. Dissolution des associations syndicales estudiantines, solutions durables ou mesures répressives. Le gouvernement ivoirien a annoncé le mercredi 30 octobre 2024 la dissolution des associations d'élèves et d'étudiants à caractère syndical, dont la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Cette décision est prise en application de l'article 22 de l'ordonnance 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile. Cette annonce intervient un mois après l'assassinat d'Agui Mars, dit général sorcier, un étudiant membre de la FESI, retrouvé mort dans la nuit du 29 au 30 septembre 2024 à Abidjan. Ce contexte soulève des questions sur la nature de cette décision. S'agit-il d'une solution durable pour la paix sociale ou d'une mesure répressive envers les mouvements étudiants? Grève des enseignants, le gouvernement suspend et ponctionne les salaires des grévistes. Les 26 meneurs principaux de la grève observée en Côte d'Ivoire du 15 au 17 octobre 2024 par certains syndicats de la fonction publique ont vu le salaire suspendu dès le mois d'octobre 2024. Les autres grévistes ont également subi une retenue sur salaire équivalente aux 3 jours de grève. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a précisé que la procédure disciplinaire sera déclenchée contre les meneurs de cette grève illégale dès la semaine prochaine. Annonce faite lors d'un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Et pour terminer, présidentielle 2025, Billon, candidat contre le PDCI-RDA, dans une déclaration faite depuis son fief de Dabakala, dans le nord de la Côte d'Ivoire, l'ancien ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Cette annonce pourrait poser des défis au PDCI-RDA et redéfinir les contours de la politique ivoirienne à l'approche des élections. C'est tout pour le sommaire. Je donne la place à Ibrahim Khalil Koné, comme il sait si bien le faire. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci beaucoup Cécile Mobio de nous avoir permis de prendre connaissance de toutes ces informations qui seront commentées ici en plateau avec notre invité qui est déjà installé. Il s'agit de M. Eric Bayala, il est journaliste consultant. M. Eric, bonsoir. Bonsoir Khalil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout de suite, on va commencer à décrypter le premier sujet qui nous a été livré par Cécile Mobio. Il est relatif à la dissolution des associations syndicales estudiantines. Ça a été décidé en Conseil des ministres. Cécile l'a signifié. Comment vous réagissez à cette décision? Bon, il faut dire que d'abord, là où il y a mort d'homme, où il y a perte en vie humaine, ce sont des situations à déplorer. Et nous saisissons déjà l'occasion pour saluer non seulement la famille, les familles biologiques des disparus, et puis la grande famille syndicale à laquelle ont appartenu ces 2 étudiants qui sont tombés. Mais quand on est un gouvernement et que dans le cadre des activités syndicales d'une organisation qui est légalement constituée, on arrive à soulever à une situation délicate parce que
le pic, le paroxysme des différentes violences observées au sein des cités universitaires sur le campus se sont soldées avec 2 morts. D'abord, les circonstances de la mort de l'étudiant Agui Mas Aubin, on l'a découvert au 30 matin au CHU de Cocody, dans un état vraiment qui n'était pas intéressant à voir. Et puis, à la suite donc, des enquêtes préliminaires, il y a eu des arrestations qui ont été menées. Au cours des auditions, le parquet annonce que l'étudiant Agui Mas Aubin ne serait pas le seul, mais avant lui, dans le mois d'août également, il y avait eu un autre étudiant, du nom de Khalifa Diomandé. Khalifa Diomandé, qui était également décédé, sinon assassiné. Et tous ces assassinats, sinon ces meurtres, ont été imputés à la Fédération estudiantine et scolaire. Et donc le Conseil national de sécurité, qui est un organe qui aide à prendre des décisions, non seulement au niveau du chef de l'État et du gouvernement, a déjà fait le point de la situation et on estime que si des étudiants, dans le cadre de leurs activités syndicales, arrivent à se donner la mort, ce qui est déjà sévèrement puni par la loi, et dans un milieu estudiantin, il fallait vraiment que le gouvernement puisse réagir. Et donc, dans un premier temps, le gouvernement a eu à prendre des mesures conservatoires pour dire qu'il suspendait toutes les activités syndicales et après, in fine, nous en sommes arrivés à la dissolution. Mais il faut voir déjà ce qui a motivé cette dissolution, parce que après les événements tragiques que nous venons d'indiquer, il y a des opérations de fouilles qui sont menées dans les cités universitaires de Boaké, d'Abidjan et de Daloa. Il y a 5000 personnes, étudiants ou non, qui étaient logés de façon illégale, qui sont mises à la porte. On découvre 107 machettes, on découvre 2 grenades, on découvre d'autres matériels, notamment des treillis et des forces de défense et de sécurité. On a même des maisons closes, on trouve un tunnel de torture. Je pense qu'il n'avait vraiment plus de raison à attendre parce que le paroxysme du laisser-aller avait atteint son pic et il fallait que le gouvernement réagisse. Donc et je pour pense vous, que c'est une décision qui est la bienvenue. Justement, c'est une décision qui est la bienvenue. Durable alors. Oui, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la FESI est cette organisation-là qui s'est renaître de ses cendres. Parce que déjà en 1991, elle avait subi une première dissolution à l'occasion de la mort de l'étudiant transfuge Thierry Zébier, que ses camarades avaient estimé qu'il avait trahi, il était passé du côté du pouvoir. Et donc, après les échauffourées qui ont été sanctionnées par sa mort, le pouvoir du PDCI d'alors avait tenté donc, de dissoudre la FESI, ce qui avait obligé la FESI de rentrer en clandestinité, et puis après, elle a su renaître de ses cendres. Donc, nous espérons que cette fois-ci, témoin de tout ce qui s'est passé dans l'histoire récente de cette FESI-là, nous croyons, selon nous osons croire que cette fois-ci, le gouvernement prendra toutes les mesures adéquates pour que le milieu estudiantin et scolaire soit assaini. Et je pense que c'est dans cette optique-là que cette mesure a été prise. Alors, que dites-vous, sinon que répondez-vous à ceux qui pensent que cette mesure-là est liberticide parce qu'elle restreint une loi, une liberté qui est garantie par la Constitution ivoirienne, qui est la liberté d'association? Oui, mais justement, parce qu'il y a beaucoup de confusion. D'aucuns disent que... en matière de droit, quand bien même que je ne suis pas juriste, mais on dit que la responsabilité pénale est individuelle et qu'il eût fallu que l'on attendât la fin donc de la procédure avant de pouvoir également se prononcer. Mais en même temps, le gouvernement a le droit de prendre donc des mesures pour préserver le milieu estudiantin. Pendant que l'enquête est en train de suivre son cours, les éléments dont dispose le gouvernement sont suffisamment révélateurs pour arriver à ce niveau-là. On parle de restriction des libertés, je dis non. On n'a pas dit qu'il est... Pour l'instant, la dissolution de la FESI et la suspension de toutes les associations à caractère syndical dans le milieu scolaire et estudiantin. Ça ne veut pas dire qu'après donc le passage de l'orage et que l'instruction aura eu fini de révéler les contours et les pourtours de cette affaire,
et qu'on ne pourrait pas à nouveau, comme je l'ai dit tantôt, que la FESI avait été déjà dissoute. En 2011, il y avait eu la suspension carrément des activités de la FESI, et après, quand la calmie est revenue, quand la Côte d'Ivoire a revêtu ses beaux vêtements, ses beaux habits, on a permis aux étudiants de pouvoir librement faire leur activité syndicale. Dans ce cas, n'était-il pas mieux d'attendre que la procédure arrive à son terme, qu'on soit tous informés, éclairés sur les circonstances de la mort, sinon du décès de ces deux étudiants, pour qu'on prenne cette décision? Ce n'était pas l'idéal, ce n'était pas la bonne démarche à suivre? Mais est-ce que qui, mieux que le gouvernement, entre vous et moi, a les informations sur le dossier? Et donc, si le gouvernement arrive à prendre cette mesure, il est clair que c'est parce que le gouvernement décide d'un certain nombre d'éléments qui fondent la décision qu'elle a eu à prendre. Parce que nous, en tant que membres ivoiriens, qu'on appelle les citoyens lambda, nous attendons certainement de façon officielle le communiqué, sinon le compte rendu du parquet en ce qui concerne l'issue de cette enquête. Mais le gouvernement, qui est au fait donc, de l'instruction, estime qu'au stade où il en est, le gouvernement a dans ses mains, sinon à toutes les décisions, à tous les éléments qui peuvent l'amener de façon très claire à prendre cette mesure qui a été prise. Et je pense qu'il ne faut pas véritablement en vouloir à cette décision, parce que pour moi, elle revêt non seulement un caractère de préservation de l'ordre social sur les cités universitaires, mais dans le milieu scolaire, parce qu'en même temps, aujourd'hui, vous savez que le gouvernement, et ce n'est même pas le gouvernement actuel, même tous les gouvernements qui ont eu à se frotter à la FESI avaient à un moment donné levé le pied sur l'accélérateur, parce qu'aujourd'hui, le monde, si vous voulez, estudiantin et scolaire, c'est pratiquement plus de 8 millions de personnes. Et donc, quand vous avez à gérer 8 millions de personnes qui se reconnaissent autour de syndicats d'élèves et d'étudiants, on ne le gère pas comme si on allait à un supermarché pour aller rencontrer, on allait à un rendez-vous. Et donc, vous savez que c'est un milieu d'apprentissage, là où les intelligences se frottent. Il faut faire attention avec l'usage de la force. Et donc, c'est pour cela qu'à un moment donné, on a eu l'impression que le pouvoir s'est fait, mais ça, quand on laisse les gens exprimer leur liberté, et leur liberté arrive dans un moule qui conduit à des assassinats, bon, la loi est faite pour pouvoir mettre un frein à cela. Et donc, quitte à l'État de prendre les dispositions de sorte à ce qu'on puisse peut-être, in fine, réorganiser le milieu estudiantin pour que ce soit véritablement des étudiants régulièrement inscrits qui puissent être au devant de anti-griffes. Je ne sais pas, peut-être que c'est de façon prémonitoire, nous le disons, mais si tant est-il qu'il doit y avoir encore des associations ou bien des syndicats d'élèves, que ce soit véritablement des élèves et des étudiants régulièrement inscrits qui puissent aller défendre les intérêts moraux de ces élèves et de ces étudiants. Justement, c'est de cela que j'allais parler. Vous parlez de réorganisation du milieu estudiantin. On sait tous que ces associations qui ont été dissoutes ont pour mission de défendre les intérêts des étudiants et autres, et des élèves. À présent, maintenant que ces associations sont dissoutes, comment on fait pour les revendications des étudiants et les élèves? Non, mais ce n'est pas parce que ces organisations sont dissoutes que les élèves et les étudiants n'ont pas droit à la parole. Vous savez que dans les lycées et collèges, nous avons ce qu'on appelle les conseils scolaires, où on a des présidents de conseils scolaires, il y a les chefs de classe, qui, à leur niveau, en collaboration avec le conseil scolaire, constituent, si vous voulez, cette passerelle de discussion entre l'administration et les élèves. Et donc, il y a toujours un mécanisme de discussion. Nous avons dans les universités les délégués d'amphi qui, eux également, portent la voix qui peuvent porter la voix également de chaque des étudiants par entité. Est-ce que ça ne va pas créer un désordre, une cacophonie, si chaque délégué doit aller devant l'administration pour présenter les besoins des étudiants, si chaque délégué de classe ou chaque président du conseil scolaire doit aller devant l'administration pour présenter les doléances des étudiants? Est-ce que ça ne va pas créer un désordre? Non, bien au contraire. Ça va permettre, si vous voulez, à l'administration de toucher du doigt réellement les problèmes que traversent les étudiants et les élèves. Parce que vous savez que les unités de formation et de recherche
ne sont pas les mêmes et n'ont pas les mêmes préoccupations. Et donc, quand toutes ces préoccupations-là sont montées au niveau peut-être d'un syndicat, le syndicat ne dépose pas tout sur la table. Le syndicat peut-être opère un mode de priorité. Et donc, on dit, bon, on va adresser nos revendications par priorité. Mais ce n'est pas parce qu'un problème n'est pas prioritairement mis à la table en face du gouvernement qui n'est pas essentiel pour ceux qui en dépendent, sinon dont dépendront les résolutions. Or, quand chaque délégué va porter sa préoccupation, elle devient une priorité pour l'amphi ou bien pour les étudiants issus de cette unité de recherche et de formation qui vont porter. Donc, ça dit que chacun peut maintenant avoir libre accès à l'administration pour porter réellement ses besoins et ses préoccupations. D'accord, c'est bien noté. Alors, nous allons nous intéresser à présent au second sujet de cette émission. Il s'agit de la décision du gouvernement de suspendre et de ponctionner le salaire des enseignants, des grévistes de la période du 15 au 17 octobre 2024. Alors, on a entendu, sinon on a lu dans certains médias la réaction de certains syndicats d'enseignants qui parlent de réaction disproportionnée par rapport à la grève. Non, mais ça dit que quand vous-même vous méprenez du respect de la loi, vous n'allez pas attendre qu'on vous caresse dans le sens du poil. Et donc, il n'y a pas de disproportion parce que quand je suis le premier à vous porter un coup, mais ne soyez pas surpris de ma réaction. Pourquoi est-ce que vous êtes en droit d'attendre que je puisse réagir peut-être à la hauteur du coup que vous m'avez porté? Moi, je vais réagir de sorte à ce que, pour tuer en vous toutes les velléités de pouvoir recommencer. Parce que quand on regarde aujourd'hui le climat social qui est apaisé parce qu'il y a eu des accords entre les syndicats et le gouvernement, mais au cours de cet apaisement, le climat social n'a pas eu besoin d'être en ébullition pour que ces acquis notables observés puissent être mis à la disposition des différents corps de métier qui régissent la fonction publique. Quand vous regardez l'augmentation des salaires, quand vous regardez la prime au logement, la prime au transport et le clou, le 13e mois qu'on donne aux fonctionnaires, il n'y a même pas un pays de l'UEMOA ici, autour de nous, qui le fait. Mais est-ce qu'on avait eu besoin d'un arrêt de travail? Non. Mais parce que vous finissez d'observer... C'était une grève injustifiée pour vous? Non, parce que d'abord même la grève elle-même, avant qu'elle ne se tienne, parce que les mesures de grève dans la fonction publique sont encadrées par une loi, la loi 92-571 du 11 septembre 1992 le dit clairement. On ne peut pas aller en grève sans au préalable déposer ce qu'on appelle le préavis de grève. C'est-à-dire vous informez d'abord l'administration de votre volonté de pouvoir manifester. Mais quand l'administration apprend par voie de presse que les syndicats du secteur éducation, formation et de la santé consentent de pouvoir, sinon envisagent de rentrer en grève, mais l'autorité attend d'être saisie officiellement par un préavis de grève avant d'engager les discussions. Mais ce qui n'a pas été le cas. La grève a été observée par voie de presse. Certains ne sont pas allés au travail pendant que d'autres y sont allés. C'est la preuve qu'il y a eu même un manque de coordination et d'entente au niveau des différents syndicats. Parce que la grève n'a pas été totalement observée sur l'ensemble du territoire et même sur le district d'Abidjan. Il y a certains endroits où ça a été observé et dans d'autres, non. Donc ça veut dire qu'à eux-mêmes, à leur niveau, ils n'ont pas été d'accord sur le modus operandi de cette grève. Et donc, quand le gouvernement réagit pour dire que c'est une grève qui est illégale, et donc les sanctions qui en découlent sont des sanctions justifiées. Et les chefs de file, ils sont au nombre de 26, ils ont vu leur salaire du mois d'octobre suspendu. C'est pas trop, c'est pas excessif. Et c'était pas mieux de ponctionner comme on l'a fait pour les autres agents, au lieu d'arriver à une suspension totale même du salaire? Bon, à ce niveau, je ne dispose pas de ce que la loi dit, que lorsque vous rentrez en grève illégalement, quelles sont les sanctions qui sont encourues. Mais si le gouvernement arrivait à prendre une telle décision, ça veut dire qu'il y a eu des éléments qui ont été mis sur la table à partir desquels le gouvernement a pu apprécier l'attitude observée par ses meneurs et a engagé, comment on appelle ça, les mesures qui ont suivi. Parce que ce qu'il faut comprendre, vous savez que dans une nation en construction comme la nôtre,
la force de travail de chaque citoyen constitue le carburant qui propulse la nation vers son développement. Et donc, quand vous vous constituez volontairement à une organisation pour freiner cet élan, notamment dans l'éducation, dans la formation et dans la santé, imaginez-vous que quelqu'un qui est allé à l'hôpital, n'ayant pas l'information de ce qu'il devrait avoir une grève, il arrive et mort s'ensuit. Au moins, le salaire qui a été peut-être suspendu, on pourra certainement peut-être le reverser après qu'il y ait eu des discussions et que les gens se soient peut-être entendus sur un certain nombre de choses. Mais là où il y a eu mort, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement parce que j'ai décidé volontairement de ne pas aller assumer ma charge de travail pour laquelle l'État de Côte d'Ivoire me paie à la fin du mois. Il y a eu des dégâts importants sanctionnés par de pertes en vie humaine. Et face à ça... Alors, cette sanction, est-ce que ça ne va pas braquer davantage non, ces fonctionnaires-là? Non, mais quand est-ce qu'ils ne vont pas se mobiliser davantage pour se lancer encore dans la grève? Oui, je ne pense pas... C'est à craindre. Non, c'est à craindre, c'est vrai, mais je ne pense pas qu'on puisse en arriver là parce que l'essentiel des syndicats estime qu'aujourd'hui, ils ne sont plus à observer un arrêt de travail. Ils ont déjà engagé les négociations. Ils ont mis sur la table, à travers Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, leurs préoccupations pour ce qui est donc du secteur éducation. Et elle a transmis à Madame la ministre d'État. Donc les négociations sont en cours. Pour eux, déjà, ils ont franchi un cap un peu plus important. Ce ne serait même pas dans leur intérêt de rentrer encore en grève. Parce que si vous rentrez encore en grève, les sollicitations que vous avez mises sur la table vont connaître un arrêt, le temps de faire une machine arrière pour venir voir encore les motivations de votre grève. Et donc, je pense qu'il ne s'agira pas de rentrer en grève, mais par la négociation, on peut déjà reconnaître qu'on a eu à poser un acte manqué. Et quand on connaît, j'allais dire, je ne parlerai même pas du caractère altruiste du chef de l'État, mais de la magnanimité de l'homme. Je pense qu'autour des négociations et de, qu'on appelle ça, la reconnaissance du tort et des erreurs commises, on peut arriver à une situation où on peut rétablir les salaires qui ont été suspendus. Et le porte-parole du gouvernement a parlé aussi, hein, il a fait savoir que dans la semaine prochaine, il y aura une procédure disciplinaire qui sera déclenchée. Est-ce que dans les jours, les semaines ou les mois à venir, on pourra nous annoncer, est-ce que c'est possible d'apprendre qu'il y a eu des cas de radiation suite à cette grève de 3 jours qui a été observée dans bon, d'abord, c'est une pile de mesures qui a été prise déjà par le gouvernement en vue de faire face à la situation de l'arrêt de travail illégal observé par certains mineurs. Et le tout, c'est dans l'attitude et dans la démarche des mises en cause. Et comme je le disais, et si les gens se mettent dans une posture de défiance face à l'État qui a tous les mécanismes, ce sera difficile pour les mineurs de s'en sortir. Mais s'ils rentrent dans une attitude de démarche courtoise et d'aller dans les négociations et de reconnaître le tort et de demander pardon, je pense que, comme je l'ai dit, on n'aura même pas besoin d'arriver au conseil de discipline pour qu'on puisse parler des sanctions. Mais parce que l'État est toujours regardant la main tendue face à ses enfants, face à la nation. Je pense que ce sont des mesures qui peuvent être trouvées parce que dès l'instant où les uns et les autres auront reconnu qu'ils ont posé un acte manqué, je pense que la clémence de l'État pourra leur être accordée de sorte à ce qu'on n'en arrive pas à pouvoir radier des personnes parce qu'en même temps, il est à craindre que le fait qu'on ait eu à manifester, qui est un droit fondamental consenti par la Constitution, quand bien même que la manière n'y a pas été, mais je pense que le pouvoir ne va pas arriver parce que quand on va en conseil de discipline, on ne vous envoie forcément en conseil de discipline pour vous radier. Il y a des mesures disciplinaires qui peuvent être prises, donc on n'a pas à craindre le pire pour l'instant. Alors, certains observateurs, à partir de cette situation, font comprendre qu'en Côte d'Ivoire, depuis que le président Ouattara est arrivé au pouvoir, il est difficile de manifester, de revendiquer. Vous dites quoi? Non, est-ce que... les gens pensent qu'ils sont muselés par le pouvoir en place? Non, mais quand vous regardez même le ton, d'abord, je vais même sur déjà, nous sommes ici dans le milieu du numérique.
il y a beaucoup d'invectives qui sont données, qui sont faites sinon à l'endroit du chef de l'État, beaucoup de personnes qui, à travers des propos désobligeants, arrivent à dénoncer, souvent même mensongers, mais ils continuent d'exister, ils continuent d'avoir leur compte. Maintenant, quand ce qui concerne les différentes manifestations, je dis que le tout se trouve dans la manière. Le tout se trouve dans la forme. Parce que quand on a fini de conclure avec l'État de Côte d'Ivoire une trêve sociale sur une période donnée, où chacun prend des engagements, et l'État est en train de respecter ses engagements, et pendant que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de cette trêve sociale, vous voulez manifester. Est-ce qu'un État sérieux va laisser faire? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, il ne s'agit pas de dire que les uns et les autres sont muselés. Le tout se trouve dans la démarche, dans la manière. Parce que quand on finit de conclure un accord, il faut faire en sorte que notre marche ne trahisse pas, sinon notre démarche ne trahisse pas la marche pour laquelle nous nous sommes engagés à la conclusion, sinon à trouver un terme avec le gouvernement dans le cadre de la trêve sociale. Et donc, quand tout ça est galvaudé et n'est pas respecté, mais vous avez en face de vous un État qui est sérieux, qui doit pouvoir qui respecte ses engagements, se donne donc les mesures pour que les engagements consentis par les uns et les autres soient respectés. Parce que quand vous êtes un citoyen, quand vous ne respectez pas la loi, quand vous ne respectez pas la conduite que commande la société, mais l'État vous y oblige au travers des mécanismes et des moyens dont elle dispose, qui est essentiellement la loi, pour vous conformer à la norme sociétale. Et donc, c'est ce qui est, en Côte d'Ivoire, à ne pas confondre avec le fait que les uns et les autres sont muselés. D'accord, c'est bien noté. Alors là, pour terminer, on va parler de politique, notamment de la présidentielle 2025. On a déjà un politique qui a sorti la tête, qui a déjà déclaré sa candidature pour cette élection, en attendant qu'elle soit validée ou pas par le Conseil constitutionnel. Il s'agit de Jean-Louis Billon. Il a dit « Je déclare solennellement que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Je me présente pour gagner. » C'était le vendredi dernier, c'était à Dabakala, localité dont il est le délégué départemental du PDCI-RDA. Notamment au PDCI, certains estiment que c'est une candidature contre le parti. D'abord, il y a lieu de saluer la constance de M. Jean-Louis Billon. Pour tous ceux qui sont contemporains de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, il est clair que ce n'est pas la première fois que M. Jean-Louis Billon ait volontairement ou bien ait déjà déclaré sa candidature. Depuis, sous le président Feu Henri Konan Bédié, il avait clairement en 2020 clairement dit qu'il était candidat aux élections présidentielles. Mais d'abord, dans un premier temps, il était candidat à la candidature au sein du PDCI-RDA et après les accords qu'il y a eu entre le PDCI et le RDA dans le cadre donc du RHDP, il a dû, en militant respectueux des engagements de son parti, il a dû donc renoncer auprès du président Bédié à sa candidature. Et donc le président Bédié n'est plus. Il y a une nouvelle, si vous voulez, configuration politique qui se dessine au sein de son parti et il y a une convention qui est en perspective et donc déjà, il annonce sa candidature. Il retourne à Dabakala pour deux raisons. Non seulement il est d'abord parce que quand on a voulu le mettre dans le bureau exécutif du PDCI que Thiam a proposé, il a décidé de ne pas faire partie de ce bureau politique. Mais il gardait sa posture de militant de base du PDCI-RDA. Et donc, pour lancer sa candidature, sinon, il lance sa candidature à la candidature du PDCI. Et donc, il retourne dans sa base, là où il est délégué, PDCI-RDA, donc militant. Et il lance donc sa candidature pour dire « je suis candidat ». Donc, c'est d'abord un message qui revêt deux caractères. Le premier caractère, il est dirigé à l'endroit de l'ensemble des militants du PDCI à partir de la délégation à laquelle il appartient. Et qu'on appelle la seconde dimension, c'est à l'ensemble des Ivoiriens pour dire que, comme toujours, j'avais déjà manifesté ma volonté d'être candidat, encore je le réitère, je le suis.
En ce moment-là, comme il doit passer par le filtre de la convention du PDCI-RDA, nous attendons à savoir est-ce que les délégués, qui de lui ou bien du président du PDCI ou d'un autre potentiel candidat qui peut peut-être déclarer sa candidature le jour même de la convention, on n'en sait rien. Et justement, parlant de cette convention, est-ce que Billon a des chances d'être élu, d'être désigné à cette convention face à Tidiane Thiam qui est vu presque par tout le monde comme le cheval du PDCI-RDA pour cette présidentielle en 2025? Mais justement, je pense que la convention même avait été déjà balisée avant qu'elle ne se tienne. Parce qu'au sorti du congrès qui a eu à élire M. Thiam à la tête du PDCI, l'une des résolutions qui en est sortie, c'est que le président élu du PDCI était en même temps le candidat du PDCI à la convention pour l'élection présidentielle. Donc, ça veut dire que cette disposition même déjà était engagée l'ensemble des militants qui ont élu le président du parti à lui renouveler leur confiance pour en faire le président du parti. Et pardon, le candidat du parti à l'élection présidentielle. Donc, partant de cette disposition, d'abord même du Congrès, cela vient immuniser, sinon réduire les chances de M. Billon quant à chose qu'on appelle ça, à être désigné candidat à partir de la Convention. Mais en même temps, l'homme étant ce qu'il est, aucune donnée politique n'est linéaire. Et les déclarations et les engagements, une fois sont mis en épreuve dans le temps, sont éprouvés par le temps, peuvent être lessivés et emprunter d'autres chemins qui puissent emmener des gens à reconsidérer leur position. Et donc, aujourd'hui, des opérations de charme sont menées à l'endroit des militants de base qui vont participer à la Convention, quitte à savoir qu'est-ce qu'ils vont décider pour finir. Mais il faut dire que dans un premier temps, M. Thiam, qui a en ce moment les leviers du parti, est vraiment favori quant à l'issue de cette convention. Et le porte-parole du PDCI-RDA, Bredoumi Soumaïla, a réagi à travers une conférence de presse. On va dire, en résumé, il a appelé Jean-Luc Billon à respecter les textes du parti. Peut-on considérer Jean-Luc Billon comme un militant, on va dire, indiscipliné, irrespectueux des textes du parti? Mais justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais qu'en filigrane, la disposition du Congrès qui déjà propulsait le président du parti comme étant le candidat du parti à la Convention, je pense que c'est sur cette disposition-là que le porte-parole du PDCI, l'honorable Bredoumi Soumaïla, s'appuie pour dire que M. Billon est considéré ou bien on l'invite à respecter les textes du parti. Mais en même temps, dans les textes du PDCI, sans être militant de ce parti, je ne vois pas, je n'ai pas encore eu vent de ce qu'une disposition statutaire défendait un militant de déclarer sa candidature à l'élection présidentielle à une convention. Si ça avait été le cas, KKB n'aurait pas déclaré sa candidature à l'élection présidentielle à une des conventions, sinon des congrès du PDCI-RDA. Il y a la liberté à tout militant qui estime qu'il en a les moyens et les compétences de faire montre de ces compétences-là en déclarant sa volonté d'être candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, j'aurais pu épouser les affirmations du porte-parole du PDCI si et seulement si, au sorti de la convention, et que la convention ait pu désigner clairement le président Thiam comme étant le seul et unique candidat du PDCI. Et en ce moment-là, M. Billon continue de dire qu'il est candidat, on pourrait le taxer d'être indiscipliné. Mais pendant que le tamis de la convention n'a pas encore eu à recevoir les différents éléments à tamiser, on ne peut pas de facto se lever pour dire que l'un est indiscipliné au profit de l'autre. Il faut attendre que cette instance-là se réunisse et donne son verdict. À ce moment-là, on pourra valablement décider de l'attitude qu'a eu M. Billon. Alors, vous avez signifié tout à l'heure que Jean-Luc Billon, ce n'est pas la première fois qu'il déclare sa candidature à l'élection présidentielle. En 2020, il l'avait fait. Et puis après, il a changé d'avis pour laisser la place à Henri Konan Bédié. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, il ira jusqu'au bout? Bon, vous savez qu'aujourd'hui, Bédié, le père à son âme, le président Henri Konan Bédié, était le président qui a dirigé de main de maître avec beaucoup de hauteur le PDCI-RDA. Aujourd'hui,
on ne pouvait pas évoquer la vie du président Bédié sans y associer forcément le PDCI. Et on ne pouvait pas parler du PDCI sans parler du président Henri Konan Bédié. Il avait fini par être, si vous voulez, le roi de cette organisation. Et le PDCI, dirigé par Henri Konan Bédié, avait cette aura-là parce que c'était un parti, j'allais dire, le plus vieux parti de l'Afrique subsaharienne après l'ANC. Mais maintenant qu'on connaît les difficultés que l'ANC a, en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas un parti qui est plus vieux que le PDCI-RDA. Et quand vous avez quelqu'un qui a fait ses humanités, qui a fait ses classes, qui a fait son évolution et son ascension politique au sein de cet appareil pour en être aujourd'hui le président à l'occasion de la mort du président Félix Houphouët-Boigny. Et donc, Henri Konan Bédié avait une certaine hégémonie étendue sur l'ensemble du PDCI et qu'il fallait vraiment avoir une carapace aussi solide pour pouvoir tenter d'affronter frontalement le président Henri Konan Bédié. Et donc, Bédié était le père de toutes ces personnalités, ces hauts cadres. Aujourd'hui, il n'est plus. Mais l'erreur qu'a commise le PDCI aujourd'hui, c'est au lieu de trouver un successeur à Henri Konan Bédié, ils ont trouvé un candidat pour le PDCI et ils ont fait de ce candidat le président du PDCI. C'est-à-dire, pour être un peu plus clair, je vous explique. Vous voyez que le président Henri Konan Bédié décède à l'âge de 89 ans. Celui qu'on prend, on prend un monsieur qui a 62 ans. Donc quand vous faites de 89 ans à 62 ans, imaginez la pile de générations qui se situe entre les 89 ans et les 62 ans. Donc cette pile de générations-là, quel est son avenir? C'est-à-dire qu'elle a été sacrifiée au motif qu'il fallait trouver une personnalité qui, soi-disant, aurait le même profil professionnel que le président, le brillantissime président Alassane Ouattara, pour que si on les met tous les deux dans le starting block, ils puissent avoir des chances. Mais à ce moment-là, quand Henri Konan Bédié s'en va dans les circonstances imprévues que nous avons connues, le PDCI a besoin d'un homme qui puisse rassembler tous les enfants du PDCI, c'est-à-dire en arrivant à mariner les contraires, à polir les angles, à prêcher le discours de la réconciliation aussi bien dans la cour, dans la basse-cour que dans l'arrière-cour, de sorte à ce que tous les cadres et les enfants du PDCI se retrouvent. Cette unité formée, ils pouvaient donc désigner un candidat pour porter, si vous voulez, le combat du PDCI à la conquête du pouvoir d'État. Que nenni. On a pris quelqu'un qui est méconnu au bataillon de départ du PDCI-RDA, qui n'a pas fait ses humanités depuis plus de 24 ans parce qu'étant à l'extérieur. Et aujourd'hui, on appelle tous ces cadres-là qui ont mouillé le maillot pour que le PDCI ait cette aura-là. On leur demande aujourd'hui de mettre leurs intentions sous le boiseau et de venir accompagner quelqu'un en qui ils ne se reconnaissent pas. Et donc, j'ai bien peur que cette fois-ci, l'engagement de M. Villon soit un engagement qui est tenu et qui puisse aller peut-être même à une candidature indépendante. Merci beaucoup, Eric Bayala, journaliste consultant. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau pour décrypter ces trois sujets qui nous ont été communiqués dès l'entame de cette émission par Cécile Mobio. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres invités sur ce même plateau, sur la même antenne, pour la même émission, mais pour d'autres sujets. Merci et à très bientôt.